consignes que ne peuvent pas gérer les fournisseurs, et de pouvoir ensuite remonter les cuirs et voir plus tard les textiles, les pièces métalliques, enfin bref. La mission est assez ambitieuse qu'il y ait l'utilisation de la matière, mais voilà, le but c'est de promouvoir ça et qu'ensuite voilà, qu'il n'y ait plus de stock non utilisé. Comme le disait Elisabeth, la mode c'est la désirabilité, donc il ne faut pas l'enlever. Donc on aura toujours effectivement des choses qui ne sont pas utilisées, qui vont être mises de côté, mais le but c'est que ça puisse servir à d'autres acteurs. Bon, je vais m'adresser aux deux entrepreneurs du coup, j'en reviens sur ce que tu viens de dire. Dans vos deux projets, qui ne sont plus vraiment des projets, puisque maintenant ça existe vraiment, quels ont été les pires freins en gros dans lesquels vous êtes retrouvés? Et est-ce que quand on tape à la porte d'une grande maison pour me dire « Salut, je pense que tu as des choses qui pourraient être utiles à d'autres », on se voit claquer la porte au nez, ou au contraire vous avez été agréablement surprise? Raison. Ouais, en effet, pour l'entrepreneuriat, je pense que vous êtes certainement très, très nombreux à connaître ces joies et galères. Très clairement, moi j'ai commencé il y a quand même un petit moment à me former, puisque autodidacte, donc quand j'ai lancé, pour le coup c'était vraiment un projet, je prenais vraiment une robe, enfin plutôt une nappe, pardon, excusez-moi, je confonds toujours, en rond. Je faisais un trou au milieu, je coupais deux petits, à 50 cm, je faisais deux petits trous, je passais une ceinture, et je disais tadam, robe qui tourne. J'en ai encore des comme ça, on a quelques vestiges, et puis je faisais des choses un petit peu plus mode déjà, mais on me disait, mais quand même, tout de même, tu vas pas nous faire Scarlett O'Hara, Simmer tes rideaux de grand-mère, on ne veut pas vraiment, mais le pull qui gratte et le bonnet péruvien, c'est quand même pas ce qu'on fait encore depuis tendance, quoique aujourd'hui. Ça évolue sur les matières naturelles et sur certains looks. Donc il y avait ce gros préjugé sur la mode responsable et sur la matière utilisée, clairement, parce que faire de la mode avec des rideaux, ça ne faisait pas fatalement rêver. Alors que c'est très agréable, c'est souvent presque des poplines de coton. Voilà, ça se lave très bien à 30 en machine. On fait des frais, parce que d'abord il faut les chiner, les découdre, faire la logistique, les attribuer, les laver, les étendre, les plier, les repasser. Voilà, ça c'est pour faire un mini process des rideaux, la danse des rideaux. Et puis après il y a eu, donc c'était bien les rideaux pour commencer, et aujourd'hui c'est beaucoup de l'été, et c'est ce qui me permet d'avoir des prints qui sont non exclusifs. Et que les maisons, parce que si vous met au défi de reconnaître ce prince de Galles, ces grandes maisons, je vous dirais après de qui c'est, on ne peut pas reconnaître, c'est un prince de Galles, quoi. En revanche, les imprimés à fleurs, on va très vite, on peut savoir de telle ou telle marque ça provient. Donc les rideaux, aujourd'hui, c'est ce qui fournit le maximum d'imprimés chez les récupérables, et évidemment, comme c'est du coton, c'est plutôt l'été. Ça, c'est une autre contrainte en termes de sourcing et de collectionning. Et puis du coup, après, en développant ce sourcing-là et en grossissant et en disant, excusez-moi, vous n'avez pas la taille du dessus, et puis la pièce unique, c'est sympa, mais en business, pas très très pratique. Parce que quand tout le monde veut la même, on va pas la découper en trois, il faudrait que je t'appelle. Donc du coup, il a fallu un petit peu plus de profondeur de gamme et de sourcer de la matière. Donc j'ai été avec mes petites mains chercher des contacts, et j'ai réussi à atterrir dans le bureau du numéro 2 de la plus grande marque française qui commence par, je ne vous dirai pas. Et il me dit, mais déjà, quand vous avez réussi à atterrir dans mon bureau, par un billet très détourné de Pôle emploi d'ailleurs, et il me dit, c'est génial, vous avez un culot fabuleux, je me lève, il me dit, ça c'est vos créations, je dis, ah non, ça c'est vous, il me dit, comment ça c'est moi? Je dis, eh oui, sur le marché il y a beaucoup de vos vêtements, vous ne le savez pas, il vaut mieux que je récupère vos matières qui sont non identifiables. Qu'est-ce que vous voulez? Un rendez-vous avec le directeur de la supply chain, ça a duré un mois. Maintenant, on parlait un peu, se frotter au grand groupe quand on est entrepreneur et qu'on a un peu le logo, c'est long, hein. Voilà, c'est pas qu'ils sont pas efficaces, c'est juste qu'il y a une forte inertie dans les grandes boîtes. Ça, c'est, voilà, faut être patient. Et donc, ça dure un certain temps, et j'arrive à rencontrer le directeur de la supply chain, et on établit un cahier des charges, et on me dit, ok, donc les noirs, les blancs, non, même pas, donc, les doublures, allez, les unis, bon, d'accord, les unis, les doublures, billet de train sur mon Gmail, le lendemain, bip, 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 bip. Monsieur est indisponible. Je l'ai appelé à peu près 35 fois, évidemment. Et je n'ai plus jamais eu de nouvelles. C'est, voilà, le vent du siècle. Avec les billets de train, j'ai l'adresse, j'aurais pu y aller. Et donc, c'était le fameux incinérateur qui est dans une ville du Nord.
Et donc les tissus sont incinérés tous les 3 mois, donc j'ai toute la data. Je sais pas si t'étais tentée d'être les copains de Greenpeace, mais je me suis dit, non, Libelle, tu fais aussi un peu de politique. Donc voilà, la militante s'est arrêtée et la businessman a dit, c'est pas grave, je vais aller voir des marques qui ont beaucoup plus envie de se développer en RSE, qui ont aussi moins de contraintes, d'essayer de voir qu'est-ce qui avait pu freiner chez ces grandes marques-là. Et donc du coup, je vous dis, ce tissu il vient de chez Carole. Et c'est là où on s'est rencontrés d'ailleurs chez Make Sense, il y a au mois de février. Et Carole ayant 10% de sa production en France, parce qu'il y a aussi un petit souci de localisation de la mode, mais ça, vous connaissez le trafic. Donc du coup, aller sourcer de la matière en Chine, voilà, quand on prône le locavore, c'est pas très cohérent, et puis de toute façon, on n'a pas les moyens pour faire venir les containers, donc il faut que le sourcing se fasse in situ en France. Et ce qui est super, c'est que cette marque-là a su garder, et c'est pas évident du tout, c'est 10% de sa production en France, et donc d'avoir une fabrication de tissus en Europe et sa prod en France. Et donc c'est Carole avec qui on a un partenariat tout récent et avec qui on lance une communication sur la réutilisation de l'info. Et pourquoi il va y avoir une grosse collab, mais ça je ne vous dis pas, parce que ça va être chouette. Mais voilà, dans un mois. Et pareil, eux, ils ont une problématique, c'est que quand on commande un échantillon et qu'au bureau du style, ils ont bien évidemment besoin de tester une espèce de matière lurex, fameux fil avec... vous êtes tous pros ici, donc je ne dis pas trop de trucs techniques du lurex. Et bien évidemment, le lurex ça gonfle, donc ils annulent un tissu, ils en ramènent un autre, et tous ces petits rouleaux, c'est 10 mètres. Et 10 mètres pour une grosse machine, très clairement, c'est cutchy. Même pour les récupérer, ça commence à être petit, sauf pour de l'accessoire, ou alors faire une manche réglante ou quelque chose comme ça. Et donc du coup, là, on lance un partenariat avec une marque sur des très petites quantités. Et puis avec Carole, c'est pareil, c'est ou des annulations, et puis ces fameuses quantités de fournisseurs, je connais bien, où c'est pas 100 mètres, c'est 1000. Et puis voilà, quand ça arrive à la fin de la prod, il reste pas des choses énormes, mais entre 100, 200 mètres. Et donc du coup, l'idée c'est de trouver une solution et de leur dire, nous on est petits, mais on est agile et on peut se permettre de faire cette zone tampon et d'absorber un peu vos excédents de production s'ils ne sont pas trop importants. Parfait, je pense qu'on a bien compris. Et du coup, est-ce qu'on a les mêmes enjeux sur le cuir, qui est une matière qui est différente, qui ne se présente pas sous forme de rouleau, puisqu'on parle d'un animal, qu'on a une surface qui est réduite, qu'on peut avoir des imperfections qui sont liées juste à la vie de la bête. Comment ça se passe? Parce que ça a l'air déjà depuis le parcours du combattant, quand on fait entre guillemets juste du métrin. C'est encore plus compliqué, je pense, parce que effectivement chaque peau, en fait sur un textile il y a une laise et c'est pas carré, c'est rectangulaire, voilà. Sur une peau de cuir, chaque peau est différente, il peut y avoir des épaisseurs différentes, il peut y avoir des défauts qui seront plus ou moins bien placés. Donc c'est pour ça que justement les marques avec petit volume, elles peuvent, contrairement on va dire à l'industrialisation de grandes marques, elles peuvent s'arranger pour couper dans les bons endroits. Mais moi je voulais aussi surtout revenir sur le challenge d'un parcours entrepreneurial. C'est un peu la même chose qu'Anaïs. C'est-à-dire que le vrai frein, ça a été le côté fournisseur finalement. Bon, les créateurs, on leur dit, voilà, vous allez avoir du cuir de bonne qualité, moins cher, tracé, voilà. Eux, forcément, c'est Noël pour eux, il n'y a pas de minimum quantité. Après, les fournisseurs, eux, moi, je me présentais, je me disais, moi, je suis comme un restocker, sauf que moi, je vais sélectionner chaque peau et je vais vous demander pratiquement le même prix. Donc, forcément, en termes de volume, et je vous prends beaucoup moins, forcément. Donc, vraiment, le challenge, c'était de les convaincre, je n'étais pas un restocker classique, que le but, c'était de pouvoir garantir une traçabilité dans les deux sens. Donc, pour le créateur, lui donner l'information d'où vient ce cuir, donc au moins avoir le nom du tanneur du logiciel, le type de support, la finition, et pour le fournisseur qui déstocke, contrairement à un destocker classique, je ne vais pas prendre des lots entiers et les envoyer à l'autre bout du monde pour faire potentiellement de la contrefaçon. Je connais tous les créateurs pour qui je travaille
Et du coup, tout est transparent de chaque côté. Et ça me permet aussi de valoriser, en sélectionnant les meilleurs pots dans leur stock dormant, ça me permet aussi de valoriser la filière cuir, leur savoir-faire, et de dire que contrairement d'habitude où effectivement on va taper sur les mauvais acteurs, ce qui est très bien, le but c'est aussi de dire valoriser ceux qui font aussi bien les choses, parce qu'il y en a, et de valoriser la filière cuir et la création française. C'est le discours qui fait que petit à petit, c'était vraiment avec le bâton de pèlerin. Au début, quand je suis arrivée, je suis revenue sur le salon de Première Vision, qui est le salon professionnel de sourcing des matières, plus avec la casquette maison de luxe. Bon, c'était un peu compliqué, je ne me cache pas. Mais bon, j'ai pu commencer par un premier tanneur avec qui je travaillais, qui m'a fait confiance et avec qui ça se passait bien et qui voulait vraiment mettre en place quelque chose de plus éthique et de plus tracé. Et qui était vraiment convaincu par ma démarche. Et après, petit à petit, j'ai pu convaincre d'autres tanneurs, d'autres logiciers. Là, pour parler justement, même en ayant travaillé dans ces grands groupes, effectivement, j'avais les contacts, les gens étaient hyper motivés sur la démarche, hyper partants. Bon, un an après, on y est encore, mais j'ai encore de l'espoir, c'est-à-dire que c'est quand même un process. Et j'espère que on va pouvoir mettre en place ça, parce que potentiellement ça peut m'amener à des stocks qui sont déjà présélectionnés par leurs équipes et qui ont plus de profondeur en termes de nombre de pots à la couleur. Donc, ça pourra permettre de faire de plus grandes collections, d'adresser plus de marques. Oui, c'est ça. Si tu permets, Julie, là on parle un peu de nos galères et de vous êtes qui. Mais il y a aussi des acteurs qui sont absolument fabuleux et très engagés. Je ne sais pas si vous connaissez cette société française qui est pionnière dans le développement de tissus innovants et éco-responsables, qui s'appelle TDV Industrie, avec qui on a scellé un partenariat depuis 1 an et 2 ans déjà, et qui, eux, se sont battus pour garder une production locale en Mayenne en France, mais aussi pour développer du polyester recyclé, du coton bio et du coton recyclé. Pas évident, et avec qui on travaille main dans la main, c'est-à-dire qu'ils nous envoient, alors c'est 2500 références, on les apprend par cœur, avec des défauts, donc il y a marqué arrêt machine, il y a marqué trame, il y a marqué défaut couleur, etc. Et après il faut naviguer là-dedans, tous les bleus qu'on a, l'espèce de bleu un peu pétard comme ça, j'appelle ça bleu mauvais goût, Côte d'Azur, années 70, on adore. Ou le verre RATP, j'ai pas le droit de le dire, mais c'est le vrai verre RATP en développement. Les contrôleurs sont devenus mes ennemis. C'est pas exactement le même verre, c'est un très très joli verre. Et du coup, ces matières-là qu'on utilise, elles sont dites non conformes. Alors ça fait un peu flipper en B2C, donc la cliente elle dit attends, tu veux dire que je passe à la machine? Et puis je dis non, évidemment. Et ça veut dire que c'est du développement et qu'il va y avoir une tâche, un petit trou ou qu'il y a des vrilles dans le tissu, mais que ça n'engendre pas sur la qualité finale. Simplement, ça veut dire que leurs clients à eux sont incapables de réutiliser, d'accepter ça. Ils disent attendez, est-ce qu'il y a des charges? Il y a marqué que c'est Pantone 32 et vous me donnez 31,8, ça marche pas. Et comme eux ils sont pas flex et que nous petits on est flex, on s'en fout que ça soit 31,8 ou 4, et du coup de prendre cette contrainte-là et de dire voilà, soyons un tout petit peu plus flexibles sur les matières. Et c'est aussi l'idée de ne pas bosser avec des grosses industries derrière et des grosses industriels qui nous disent c'est 100 à la référence couleur, et plutôt nous on bosse du coup en atelier d'insertion. Parfois ils râlent un peu, ils disent bon là qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse, il y a des tâches partout. Ça arrive une fois de temps en temps, donc ils gardent ces tissus-là, on fait des doublures, on trouve une solution. Mais c'est aussi derrière tout le processus qui est un petit peu plus flexible et qui permet d'absorber ces matières dites non conformes qui sont complètement viables à la consommation. Et juste pour rebondir sur ça, dans une des approches justement du Zero Waste Design, c'est de composer avec le défaut du tissu. Par exemple, il y a des designers, notamment je pense à Danielle Elsener qui en Angleterre, qui elle, par exemple, elle adore le travail des lisières. Parce qu'aujourd'hui, dans l'industrie, on a une fâcheuse manie à supprimer les lisières, on ne les intègre pas dans les produits. Or, en fait, les lisières, ça peut être aussi des détails de finition. Plutôt que de faire un ourlet à un endroit, on peut maintenir la lisière
Et auquel cas, du coup, déjà, il y a moins d'opérations de montage et ça ajoute une valeur en fait aux vêtements. Et j'ai eu l'occasion, excuse-moi, dans l'histoire du costume, c'était totalement utilisé. C'est des pratiques qu'on oublie en fait. Et voilà. Et puis c'est surtout, comme tu l'expliques, c'est des étapes en moins. C'est donc une productivité accrue, un coût moindre parce que tu n'as plus tout le travail de faire un double repli pour faire un mouvement, etc. Et surtout, il faut, je pense, de temps en temps prendre le temps de regarder un peu dans le passé. Parce qu'il y avait quelques solutions plutôt maligne. Et avec notre folie de l'industrialisation et aussi l'urgence et les vitesses de production qui sont démentielles, on en oublie le bon sens. Et en se tournant un petit peu vers le passé, en étudiant l'histoire du costume et du vêtement, et des techniques aussi, on trouve ce genre de procédés qui sont hyper simples et qui font du sens. Du coup, Mylène, qu'est-ce qu'il y a de plus aberrant selon toi aujourd'hui dans la façon de faire les vêtements? Moi, je pense qu'au-delà, on a bien parlé des matières dormantes qui sont les matières premières à partir desquelles on peut faire les vêtements, mais je pense aux vêtements qui peuvent devenir d'autres vêtements. Et là, je m'adresse un peu à vous deux. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est si compliqué de recycler un vêtement? On pense toujours au rivet du jean, aux zips qui ne passent pas, qui nécessitent des interventions main. Et comment toi, avec ta solution, je suis sûre que tu as une solution, et tu peux contourner ces petits problèmes et juste montrer que parfois on marche sur la tête parce qu'on n'a pas besoin de X rivet à un jean, que personne ne sait à quoi correspond les deux rivets du vent, etc. Enfin, je caricature, mais je pensais à ça en vous écoutant parler de matières premières. Je me dis que finalement, les premières matières premières, on n'a plus besoin de produire de vêtements, on les a déjà sur le dos. Et comment on fait pour optimiser, comment on fait pour que ma combinaison devienne une jupe en t-shirt Alors déjà, quand je pense optimisation dans le design, moi par exemple j'ai eu l'occasion lors d'un job d'été de travailler dans une retoucherie pendant 2 mois. Et en fait, il y avait des clientes qui venaient et qui me disaient, bah voilà, j'ai pris 2 kilos, en fait je rentre plus dans mon pantalon, est-ce que vous pouvez m'aider? En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les vêtements n'ont que des fois 0,7 cm à 1 cm de valeur de couture à l'intérieur, parce qu'il faut vraiment optimiser. Et du coup, ce qui fait que les vêtements sont difficilement retouchables. Et par conséquent, au travers du Zero Waste Design, ce qu'on essaye de faire, c'est que justement, plutôt que d'avoir des mini-chutes en fait, de tissu qu'on ne va pas exploiter, est-ce qu'on ne peut pas justement laisser ces zones-là un peu plus larges dans le vêtement pour que potentiellement le vêtement soit retouché par la suite? Voilà, ça c'est une approche. Et après, sur le réemploi du vêtement, moi quand je conçois un vêtement, déjà j'essaie de mettre le moins possible de boutons, de zip, de tout ça. Et j'essaie justement de réfléchir à des moyens de fermeture qui soient modulables, qui soient ajustables à la personne. Et du coup ça veut dire que c'est plus facilement décomposable. Donc voilà, après c'est réfléchir justement à toutes ces stratégies dans le design, c'est pour ça que c'est vraiment important. En fait, le problème, c'est dès le départ, penser à rendre le démontage possible et non pas acheter un vêtement, le consommer, le porter, l'aimer, et puis ensuite se confronter à son mode de construction. Parce que si on prend un blazer par exemple, un blazer, il y a à l'intérieur, ce que vous ne voyez pas, des entoilages, des contre-collages, des renforts, vous avez les épaulettes, vous avez un nombre de pièces différentes incroyables et aussi des matériaux qui ne sont plus séparables, notamment à cause des entoilages et des cols utilisés à l'intérieur. Donc tout ça, ça pose un premier problème. Et le second, c'est celui que vous évoquiez, c'est tous les fermoirs. Donc, tous les fermoirs qui sont riftés ou qui ne sont absolument pas réutilisables, alors qu'un bouton, on coupe les fils et puis on va le recoudre ailleurs et on peut le réutiliser. Donc dans l'éco-conception, le but est de prendre en compte dès le départ tous ces points hyper importants, notamment comme toi tu le fais, c'est-à-dire de garder de la valeur de couture. Et ça, je trouve que quand on va faire les fripes et qu'on a un petit peu l'œil, c'est vraiment très très impressionnant. Moi, je suis tombée sur une robe magnifique des années 40 dans une fripe en Belgique. Je ne rentrais malheureusement pas mes hanches dedans, j'allais la reposer sur le portant et la vendeuse m'a dit mais attendez, regardez la valeur de couture, et on a retourné la robe et sur chaque couture vous aviez 5 cm de part et d'autre, ce
ce qui veut dire en plus elle avait un montage à plusieurs panneaux, donc il y avait au moins 20 cm d'ampleur sur le tour de hanche qui pouvait être retravaillé, la ligne pouvait être retravaillée. Et tout ça, c'est des choses que malheureusement nous n'avons plus, parce qu'on a été sur réduire à tout prix les coûts et arriver à un vêtement à 4,95 € dans certains magasins que nous connaissons tous. Et le problème, c'est que la matière a un coût, mais on oublie le coût suivant, qui est celui de qu'est-ce qu'on fait de ce vêtement. Donc c'est moi ce sur quoi je travaille. Comme l'a expliqué Julie un petit peu plus tôt, sur la veste que je porte aujourd'hui, donc elle est composée de modules qui sont carrés et qui font 12 cm de côté. L'ensemble de la veste est composé de ces tout petits carrés, ces toutes petites pièces de puzzle. Et moi j'utilise la découpe laser, et donc en 20 minutes, on peut découper 70 petits modules qui vont servir à construire une veste, un pantalon, un t-shirt, peu importe. Et surtout, il n'y a pas de chute. Ce ne sont que des petites pièces avec des fines encoches. Il n'y a pas de déperdition de matière. Et cette pièce carrée, elle est uniforme. Aujourd'hui, elle est sur l'avant de mon manteau. Demain, elle pourrait être sur ta hanche, sur un pantalon. Et après-demain, sur une jupe que vous seriez capable d'assembler vous-même. Donc, vraiment, il faut reprendre toute la conception de la chaîne de production, depuis l'approvisionnement matière jusqu'au mode de conception, en utilisant les outils digitaux pour limiter le nombre de prototypages, le nombre d'allées et venues aussi entre les différents acteurs, que ce soit les designers, les fournisseurs, le système de contrôle qualité, etc. Utiliser et puis revenir un petit peu au bon sens et à l'histoire et repasser en revue toutes les solutions intelligentes qui ont déjà vu le jour, au lieu de vouloir faire de la disruption à tout va. Parfois il faut un peu réinventer la roue. Voilà, réinventer la roue, parce que c'est pareil, moi j'ai rien inventé, le modulable, je suis désolée, c'est vieux comme le monde. Il suffit de voir au Moyen-Âge des corsages avec des manches amovibles qui pouvaient s'adapter aux différentes phases de la journée, au travail, aux différents événements sociaux qui régissaient ces périodes-là. Donc voilà, c'est juste de repartir aux bases et de faire des vêtements avec un peu plus de sens. Et du coup, quand on ne sait pas coudre et qu'on n'a pas de grand-mère avec des robes à valeur de couture de 10 cm de son grenier, comment on peut, avec des petits tips très simples dans notre vie quotidienne, réinventer notre jean, transformer notre t-shirt, récupérer une robe pour filer à sa petite sœur ou pour prêter à sa mère, ou même juste on te fera une veste pour son mec. Je rêve, je sais comment faire maintenant. Mais est-ce que vous avez des tips à donner à nos auditeurs et auditrices pour jusqu'au quotidien, sans que ça devienne une mission, avec des gestes simples, vous avez évoqué, on puisse tout simplement arranger la vie de nos vêtements sans avoir de découpe laser. Il y a plein de solutions qui existent et je pense que vous en connaissez tous. Il y a des modeux ici. Voilà, on l'a tous fait quand on était ado, couper le jean de son père pour en faire un short. C'est vieux comme le monde, ça marche encore. Le t-shirt, c'est du jersey, c'est magnifique. Il suffit de faire des petites lanières et de les tresser ensemble et on se retrouve à Coachella. Moi, il y a un truc que je faisais beaucoup, parce que quand on est petite, les valeurs de proportion, il vaut mieux que ça soit un tiers en haut et puis 2 tiers en bas. A priori, la mode me contredit un peu en ce moment. Donc voilà, du coup, moi j'ai coupé énormément de vestes que je trouvais un peu longues pour en faire des boléros. Et puis après, il y a toutes les histoires de la chemise. Comment ça s'appelle cette française, la boss du Zero Waste qui habite à Los Angeles, on connaît qu'elle, qui fait 36 vêtements avec une chemise. Je sais pas mémoire des noms, je vous la retrouve. Ouais, si. Harley McKellen. Elle te donne 36 façons de t'habiller avec une seule chemise. Et en fait, nous devant, on l'a tous fait en soirée, ou alors quand on ne s'est pas changé pendant 2 jours, parce qu'on est là. Elle les a fait à Nali. On a toujours trouvé un type, donc il y a les nœuds, il y a tout ça. Et puis après, il y a aussi choisir des vêtements qu'on peut, et ça c'est ce que j'essaie de faire, qu'on peut porter de 3 façons différentes. Vous n'êtes pas au marché, je ne vous montrerai pas comment j'ai inventé cette veste pour la porter de 3 façons différentes. Mais en fait, c'est possible. Si, je vais vous montrer.
Du coup, démo sans toit. Du coup, évidemment, l'idée c'était d'avoir un kimono tailleur, donc comme ça, très, très sobre, mais aussi de pouvoir la porter avec quelque chose de beaucoup plus différent. Donc voilà, on a envie d'être au boulot, machin, on est normal, on a envie d'être un peu une pépette, on met des talons en ceinture, on a envie de changer la ceinture et de mettre une super ceinture d'un créateur qui va se fournir chez Adapta par exemple, bam, et puis on a un peu froid, on met sa petite écharpe. Et en fait, c'est 2-3 petites astuces comme ça, et je fais la même chose sur les robes, où en fait, il n'y a pas de taille, c'est une espèce de robe un peu droite avec une ceinture qui est cousue que d'un seul côté et un espèce de trou pour pouvoir passer ses seins si on en a, parce que je pense à tout le monde. C'est pas évident l'histoire des tailles, et en fait, la jupe, elle est miraculeuse du 34 au 42, on n'y croit pas forcément, et puis en général, quand elle commande sur internet, la robe, elle revient pas, donc ça veut dire que ça a bien fonctionné. Donc il y a toutes ces histoires de ceinture, de taille unique qui sont vraiment inadaptables. Et puis après, il y a une question de jouer avec son dressing et de porter les fringues dans plusieurs saisons. Et ça, c'est encore plutôt du style. Moi, je sais que je fais des espèces de sexy complis l'été, qui sont assez décolletés. Mais en fait, l'hiver, il suffit de mettre un body en dessous ou un col roulé tout fin qui vient pas dessus une clo, par exemple, pour pouvoir le reporter tout l'hiver. Et en fait, c'est une question de style, une question d'inventivité, et puis une question de place. Et rappelons qu'on porte à 70% de notre dressing. Et que si on se creuse un peu la tête, il y a moyen sans avoir des lois de feu. Et parfois, quand on manque d'idées, il faut juste appeler les copines en fait. Parce que on a toujours un peu les mêmes réflexes, on va avoir tendance à s'habiller de la même façon, à associer les pièces de la même façon. Et une fois qu'on ouvre son dressing à d'autres personnalités, à d'autres morphologies, et qu'on prête ces vêtements aussi à ses amis, on va voir des looks apparaître auxquels on n'aurait absolument pas pensé et qui permettent de revoir le vêtement d'un œil frais, neuf, et de nous donner à nouveau envie de jouer avec d'une nouvelle façon. Et puis à un moment, si on s'en lasse, il faut juste troquer en fait. Parce que nous, on va trouver dans le dressing de la copine un truc incroyable qu'elle porte plus depuis 3 ans et qu'elle ne peut plus voir en peinture et qui va être une apparition pour nous. Donc, parfois, il n'y a pas besoin de sortir les ciseaux ni les aiguilles, mais juste aller un peu fouiller à droite et à gauche. Et c'est vrai que tout est une histoire de style. Enfin, pour moi, c'est vraiment une histoire de style. Et quand on se lasse d'un produit, parfois, il faut juste le mettre un petit peu de côté, attendre que la tendance change, et puis on va se dire, finalement, la veste oversize de papa qui était d'une super marque en cachemire incroyable, que je savais pas du tout comment porter, maintenant que toutes les marques font des épaules qui tombent et qui sont 6 tailles trop grandes, je me sens à l'aise de ressortir cette pièce et de l'assumer, parce que aussi elle va s'insérer dans une tendance plus générale de la mode aujourd'hui. Bon, c'est parfait, 10 secondes. Vous l'aurez compris, l'upcycling, c'est l'avenir. J'espère qu'il a vraiment un avenir, donc soyez des caméléons inventifs. Et si vous avez des questions, on a 5 petites minutes pour des interventions, des coups de gueule, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas. J'ai une question sur le sourcing en fait. Donc je suis designer textile et surface. Je fais de la création de motifs. Donc je pollue pas mal la planète. C'est normal. Mais bon, voilà. Mais tu égales une journée avec tes motifs aussi. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de culpabilisation dans tout le discours sur l'éco-responsabilité. On a aussi besoin de couleurs et de motifs et de joie dans la mode. Voilà. Alléluia. Surtout en couleur, ça se voit bien. Non, et puis j'imagine aussi mes motifs pour qu'ils consomment le moins de motifs, le moins de tissus possible. Donc voilà. Mais c'est vrai que je signe des droits d'auteur avec mes clients. Et sur ces droits d'auteur, c'est indiqué qu'ils ont le droit d'utiliser mon motif que 2 ans et qu'ils n'ont pas le droit de l'utiliser plus que ça. Est-ce que ça fait que potentiellement les entreprises brûlent leurs tissus parce qu'ils n'ont pas le droit de les revendre? Guilty. C'est une question. Non, c'est une question très juste. Tu vois, hier, je fumais une clope et je discutais avec ma voisine et elle me dit ah, mais c'est super, nous on a plein de stocks dormants, on sait pas quoi en faire. Je lui dis, mais c'est génial, t'as pas une carte? Et là, elle me dit, mais vous faites quoi? Je dis, les récupérables, on fait du prêt-à-porter, mode. Je dis, quoi? Elle me dit, moi je vends pour Bash, Sessoun.
Et fatalement. Et là, mon assistante me dit, non mais tu rigoles, j'ai vu le même imprimé, je sais pas, chez Soud, parce que tout le monde copie tout le monde, donc qu'est-ce que la propriété intellectuelle en 2019, c'est pas le sujet. Mais je lui dis, bah voilà, et c'est toujours cette question-là, et c'est pour ça que je l'ai abordé. Un prince de Galles est un prince de Galles, bien évidemment. Il a été déposé en temps 1, c'est comme une sorte de liberty, après il y a des droits qui sautent. Des choses extrêmement reconnaissables, et c'est ce que je racontais avec cette grande maison, c'est clairement impossible, ou alors il faudrait une espèce de temporalité qui dit bah, au bout de 5 ans, ça tombe, ou 10 ans, ça tombe dans le domaine public, comme les brevets, etc. 70 ans après la mort de l'auteur. 70 ans après la mort de l'auteur et sa mère. Mais du coup, ça pose un autre problème sur le travail effectué, sur la créativité de chacun et sur la valorisation du temps accordé, voilà, et de valoriser ce que tu fais. Très clairement, moi, la seule solution que j'ai trouvée, c'est d'utiliser des rideaux avec des super motifs, parce que ils sont très très beaux à l'époque, et même ceux des années 50, ils sont dingues. Et donc c'est pour pallier à ça et pour pas aussi usurper le travail d'autrui. Et en même temps, qu'est-ce qui pourrait être inventé? Franchement, on peut y passer une thèse, non Ça pose des grosses questions de la propriété intellectuelle à l'ère digitale. Et il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus, heureusement en France aussi, qui justement questionnent est-ce encore logique tout le fonctionnement des brevets? Est-ce qu'il ne faut pas trouver un entre-deux entre l'open source et les brevets tels qu'ils existent aujourd'hui? Parce que si ton motif, au lieu de périmer au bout de 2 ans, et ben, ils avaient un utilisage exclusif pendant 2 ans et ensuite d'autres pouvaient s'en servir, tes tissus pourraient avoir une seconde vie, en tout cas poursuivre leur vie au-delà de cette deadline. Donc c'est vraiment là la question de la propriété. Je veux bien être rémunérée pour ça alors. Parce que clairement, le prix de mes motifs aujourd'hui. Mais justement, ça peut être une question, c'est-à-dire à partir du moment où les droits s'ouvrent à d'autres, voilà, sont cédés, peut-être que tu vas être rémunéré moins, mais par plusieurs entreprises, parce qu'ils vont récupérer, il y aura plus d'entreprises à récupérer ton motif, qui sera déjà un petit peu, entre guillemets, daté, parce que déjà utilisé par un grand nombre, mais ce sont des législations malheureusement à réinventer pour être plus en accord avec le fonctionnement de la société. Logiquement, si on était vraiment rémunéré au droit d'auteur comme c'est censé l'être, ce qui veut dire qu'on serait rémunéré sur la vente des tissus, et bien logiquement ça serait le cas et on pourrait revendre le tissu à quelqu'un d'autre qui potentiellement me reverserait des droits d'auteur par là-dessus. Mais vu que c'est pas le cas, tout bénéfice pour toi. Mais vu que c'est pas le cas aujourd'hui parce que personne ne veut rémunérer au droit d'auteur de cette façon-là, bah ça marche pas. Alors que la loi l'impose logiquement. Mais le respect de la loi dans l'industrie de la mode, c'est un vaste sujet. Exactement. Merci à vous en tout cas. Merci. Est-ce qu'il y a une autre? Bonjour. Alors, j'ai 2 questions, si c'est possible. Alors, première question, c'est un sujet d'actualité. Il y a eu récemment le G7 et le fameux Fashion Act. Je ne sais pas si les conclusions sont déjà sorties, je crois que c'est en octobre qu'ils vont sortir. Alors, je voudrais avoir votre avis d'expert sur des sujets d'avant-garde. Imbriqué dedans, est-ce qu'on est déjà venu faire appel à votre expertise? Est-ce que des grandes marques sont déjà venues vous voir sur ces sujets-là? Et deuxième autre question, qui n'a rien à voir, je voudrais avoir peut-être une marque d'upcycling pour mec. Est-ce qu'il y en a des bonnes? Dans 3 semaines, pour ma part. Breaking news. Alors, venant des maisons de luxe, c'est de toute façon, le Fashion Pact, c'est alors c'est pas obligatoire apparemment, toutes les réglementations, enfin ça va pas être des mises en place de réglementations qui vont être obligatoires, ça va être à l'appréciation de chaque entreprise. Après, il faut se dire que voilà, les grandes maisons de luxe, elles sont dans le collimateur de tout le monde, elles sont très regardées, c'est des énormes mastodontes et du coup, elles ne peuvent pas changer en un claquement de doigts. Donc, il faut aussi être un peu indulgent
par rapport aussi à ces maisons. Alors elles ont un vrai rôle parce que c'est un rôle de moteur, de locomotive pour l'industrie de la mode, mais elles ne peuvent pas tout changer d'un seul coup. Donc c'est quand même, voilà, cette médiatisation, ces initiatives qui sont proposées, elles vont dans le bon sens. Après, effectivement, on aimerait que ce soit encore plus rapide, mais c'est des énormes industries, c'est une des plus grandes industries françaises qui fait plus de chiffre d'affaires. Donc forcément, ça impacte énormément de choses. Après, si jamais j'ai des maisons qui sont venues me voir pour faire appel à moi, et ben là, ça a un peu commencé. Enfin, au début de mon activité, j'ai une maison qui est venue me voir, mais je ne pouvais pas absorber assez de volume. Donc c'est pour ça que je dis que le but, c'est de pouvoir lancer ce fameux vente privée sur Internet avec des ventes flash et des réservations de stock. C'est que potentiellement, ça m'amènera à absorber un peu plus de volume. Mais en tout cas, c'est juste pour montrer qu'effectivement, les personnes dans ces entreprises-là, elles veulent toutes bien faire. Elles ont toutes aussi des priorités, c'est-à-dire que moi, je travaille beaucoup avec les départements RSE qui essayent de motiver justement les opérationnels dans les équipes. Moi, en ayant été côté équipe auparavant, effectivement, on a tellement de priorités que si jamais son objectif de non-gaspillage de la matière, de revendre, de déstocker la matière qu'on n'utilise pas, n'est pas sur sa fiche de poste, forcément, ça va arriver en bas de la pile de toutes les priorités qu'on va avoir et de toutes les tâches qu'on va avoir. Donc voilà, c'est vraiment un vrai travail de la part de chacun, des équipes, et même les opérationnels me contactent. Là, en plus, je pense que le Fashion Pact, c'est plutôt pas mal pour moi, parce qu'effectivement, à la rentrée, j'ai d'autres maisons qui m'ont contacté pour savoir comment il serait possible de mettre en place des choses. C'était les mêmes entreprises avec lesquelles j'avais commencé à discuter il y a 1 an. Et c'est d'autres personnes, donc c'est bien, ça montre que partout, dans toutes les équipes, apparemment, ça commence à un petit peu, tout le monde commence à un petit peu prendre en main ces sujets-là. Donc, moi, je trouve que ça va plutôt dans le bon sens. Il faut être assez indulgent aussi, il ne faut pas non plus tous traiter de méchants. Justement, c'est ce qui est drôle. Vous avez parlé de votre expérience où justement vous êtes allé rencontrer ces grands groupes qui vous ont quasiment opposé à recevoir. Et là, c'est la tendance inverse. Vous avez pris le parti vous avez considéré qu'il y avait des choses à faire avancer, vous êtes sorti des sentiers. Et justement, ces grands groupes qui ont une inertie, qui ont du mal à changer, etc., il y a peut-être quelque chose à voir, justement, à aller chercher des personnes comme vous qui ont décidé de se mettre en avant-garde. C'est pour ça que je posais la question, est-ce qu'il y avait déjà des grands noirs, des grandes structures qui étaient venues vous voir? Est-ce que c'est le sujet de tendance? Oui, on met en place un Fashion Pact, deuxième industrie polluante au monde. Voilà, ils sont conscients de ces sujets. Et on regarde, est-ce qu'il y a des gens qui sont venus nous voir? Je ne vais pas faire de revue par rapport à ce qu'a dit Virginie, mais c'est vrai, là par exemple, c'était la semaine du développement durable. Sauf que moi, la semaine du développement durable, c'était le lancement de la prod et il y avait eu un bug Google Agenda et j'avais pas la conférence au groupe ETAB. Et du coup, j'appelle Manon, je lui dis non, Manon, là je suis dans mon rush, j'ai un galère de prod, je suis à l'autre bout de Paris. Est-ce qu'on peut décaler éventuellement à la semaine prochaine? Elle me regarde, elle me dit, mais Anaïs, c'est la semaine du développement durable. Je dis, alors, tu sais tous les jours, hein? Et elle me dit, bah non, c'est aujourd'hui. Et je me dis, ah là là, et c'est là en fait toute la catastrophe, c'est-à-dire que donner la priorité aux priorités, c'est du développement personnel, mais à l'échelle de la planète, ça marche aussi, hein. Et je me dis, mais c'est quand même dingue qu'il faut que ça soit une semaine par an. Bon, après, on peut adapter ça à tous les sujets, hein, la femme et le reste. Et en fait, c'est que ce n'est pas une priorité, alors que là, quand même, ça y est, tout le monde est au courant, quoi. C'est Apocalypse Now. Donc, à un moment donné, je ne veux pas être alarmiste, moi, j'ai grandi un peu dans les îles, donc la montée des eaux, tu vois, des cauchemars comme ça, c'est depuis l'enfance. Et à un moment donné, tout le monde dit, ouais, ça va, il fait 24 degrés, c'est cool. Mais en fait, non, et c'est ce problème des grands groupes, c'est-à-dire qu'il faut faire du chiffre, et puis il faut alimenter la grosse machine d'actionnariat en haut,
Et voilà, il y a des grands groupes géniaux, et puis alors il y en a deux, hein, fatalement, et Kering, dans son board, a intégré, donc dans les actionnaires, Marie-France Daveux, Marie-Claire, qui est dans le board et qui est la RSE et qui du coup fait vraiment bouger les choses de l'intérieur, parce que de toute façon, quand une boîte est cotée au CAC 40, elle est assujettie au bilan comptable RSE. Donc oui, la compta, mais aussi la compta impact homme et environnement. Donc ils sont obligés de le faire, ils le font, mais après, le luxe, c'est pas le pire. Le luxe, ils sont même pionniers. Enfin, Kering, pour le coup, hyper pionnier, ils investissent dans plein de startups. WeWork, tu dois connaître en Angleterre, où ils développent de la techno pour séparer les fibres, parce que pour le recyclage, on n'a pas abordé, on a parlé d'upcycling, mais séparer les fibres, c'est techniquement très complexe. Et donc ces grands groupes, elles sont quand même assez fer de lance, et surtout Kering. Après, la grande problématique de cette mode-là, et on l'a pas dit parce qu'on est tellement tous au courant maintenant, c'est la fast fashion, et c'est surtout les volumes de production et les coûts marginaux de production qui, certes, sont marginaux pour le cash flow, mais qui sont désastreux pour la planète et pour ceux qui y bossent. Et en fait, la réelle problématique, elle est dans cette fast fashion et dans le volume de consommation du vêtement. On consomme 4 fois plus de vêtements dans les années 80, puisque la qualité s'est détériorée par 3 depuis les années 2000 et par 3 depuis les années 80, et que ça coûte moins cher d'acheter un t-shirt qu'acheter un sandwich. Et c'est là, à chacun, et personne ne va culpabiliser personne, mais à un moment donné, il faut juste se poser la question, et c'est un cheminement qui est hyper personnel, de est-ce qu'on a vraiment besoin de se remplir à ce point-là, alors qu'on est des êtres manquants, il nous manquera toujours quelque chose, mais l'American Way of Life, ou cette espèce de consommation, nous dicte comment être heureux, et ça passe par cette conso. Et ça passe par la fast fashion, et c'est ce qui nous réunit aussi aujourd'hui, et sur cette fameuse savoir-faire, et c'est sur regarder comment on faisait avant, comment on économisait les matières, et ce que faisaient nos grands-mères. L'upcycling a été théorisé dans les années 90 par ce Rainer, quelque chose allemand, ingénieur fabuleux, mais il y a aussi l'économie des restes qui a été théorisée dans les années 50, où en temps de guerre, il fallait tout simplement rationner parce qu'il n'y avait plus de vaches, il n'y avait plus de lait, il n'y avait plus de cuillère, il n'y avait plus rien à manger. Et aujourd'hui, c'est la même chose, sauf que si on se mettait en économie de guerre aujourd'hui, à l'instant T, en disant, les chiffres ils parlent, hein, l'eau elle monte, si on se met tout de suite sur une espèce de diapason, et c'est pas, oui, peut-être, on va faire un effort, c'est, non, arrêtons certaines pratiques qui sont désastreuses, on a les moyens de le faire, et ça crée de l'emploi, et c'est vertueux, et en plus on va plus se parler, et ça sera vachement plus sympa. Voilà. J'ai fait ma pension. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bon, on a largement dépassé le temps, donc je vais tous vous remercier pour votre attention. Si vous avez encore des questions, envie d'échanger, nos invités vont sûrement rester dans les parages. Sinon, vous avez tous leurs noms et les noms de leur société pour les retrouver, discuter avec elles plus avant. Merci et bon salon. Merci.